Maintenant, comment se maintenir dans la durée? Ok. Juste petite question, c'est la dernière partie? Bonjour les petits loups! Oui, c'est la dernière partie de cette série interview. N'hésitez pas à retourner voir les anciennes vidéos. Pensez à les liker au passage. Et même pour les pratiquants confirmés, il y a de bonnes infos. J'ai mis toutes les questions avec les timecodes dans les descriptions. J'ai beaucoup aimé tourner l'interview, j'ai aussi aimé faire les vidéos, mais ça prend énormément de temps. Pour moi, c'est un loisir, je ne peux pas y consacrer un temps énorme chaque semaine. Mais je réfléchis à de nouveaux concepts et à augmenter ma production. Si vous voulez m'aider, il y a 2 choses à faire. S'abonner à la chaîne, liker et partager, ça c'est en 3 en 1. Et aussi dans les commentaires sous cette vidéo, allez écrire toutes les questions qui vous restent sur le fitness. Si vous me donnez assez de questions, je proposerai une nouvelle interview. Ça te va Gaïs? Ok, très bien. Je m'appelle Jarod, j'ai créé la chaîne après réflexion et je suis avec Gaïs, coach sportif et auteur de la chaîne YouTube Geek and Fit. Comment se maintenir dans la durée? Quel que soit le domaine, pour certains néophytes, il suffit d'être guidé sur la première étape pour tout déclencher. Pour d'autres, il faut en expliquer un peu plus quand même. Bon, je crois que la peur de l'échec joue un rôle énorme dans la prise de décision. Dans cette 6e et dernière partie, nous allons essayer d'identifier les piliers de la longévité et les doutes qui peuvent émerger. Ok. On attaque? Bah, tu me dis. Tu as envie de promouvoir le sport, le fitness, mais je vais mettre les pieds dans le plat direct. Est-ce qu'il est possible pour tous d'atteindre ces objectifs? Ces objectifs, la notion d'objectif en fait, c'est quelque chose de, paradoxalement très subjectif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Et est-ce que quand on se met au sport, on a des objectifs qui sont vraiment réalistes? Je pense pas. Je pense qu'en définitive, on vient avec une idée un peu floue et voire beaucoup trop précise. Mais est-ce qu'on peut finir par être heureux de faire du sport? Est-ce qu'on peut tous finir par être heureux de faire du sport et d'arriver à être satisfait de ce qu'on a en termes sportifs? Oui, ça oui. Est-ce qu'on peut arriver à nos objectifs quand on a commencé le sport? Je pense que non. Si jamais tu as envie de devenir Schwarzenegger, ça va être compliqué. Ok. Est-ce que tu connais les raisons d'échec ou peut-être mieux, est-ce que tu as des raisons d'échec pour lesquelles tu voudrais donner un avertissement ou prévenir? On en a beaucoup parlé, mais la motivation extrinsèque, en fait. C'est-à-dire, si on pense si on ne se motive que par les choses qui sont extérieures à nous, par des objectifs qu'on essaye d'atteindre et ne jamais prendre de plaisir, c'est ça qui va véritablement faire en sorte qu'on n'arrive pas à continuer le sport à long terme et donc on n'arrive finalement à aucun objectif. Donc ça, et peut-être la comparaison avec les autres. Ça, c'est pour moi un autre... se comparer, parce qu'on parlait des gens qui avaient de l'ego, etc. Mais en fait, se comparer avec les autres et chercher systématiquement de la valeur dans le fait de se comparer avec les autres, c'est un gros motif d'abandon. Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve qu'en salle de sport, on a peu de personnes qui vont véritablement se comparer beaucoup avec les autres, parce que celles-là s'en vont. Se comparer avec soi-même est peut-être une façon d'éviter ce problème-là? Ouais, c'est une bonne façon de faire, il y en a d'autres. C'est-à-dire, par exemple, se comparer avec soi-même, c'est bien, mais disons que j'ai demain un accident, un cancer, et que je ne puisse plus jamais revenir à mon niveau de forme actuel. Est-ce que c'est vraiment sain de me comparer avec moi-même? Je pense pas. Je pense que la façon de faire la meilleure, c'est pas de se comparer avec soi-même, c'est de faire de son mieux à chaque instant. C'est-à-dire de se dire, j'ai fait de mon mieux. C'était ce que je pouvais faire de mieux aujourd'hui. Et c'est pas nécessairement aller toujours au-delà de nos limites, faire de son mieux.
Par exemple, je peux très bien me dire, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, j'ai respecté ce que je devais faire. Très bien. Là, on parle d'un rythme de croisière. Je crois que réussir dans la durée dépend aussi du point de départ. Est-ce que c'est obligatoire ? On en a parlé que c'était une bonne chose dans certains cas, mais est-ce que ce n'est pas obligatoire de monter en intensité, de faire une rampe de progressivité ? C'est pas que c'est obligatoire, c'est que c'est un des principes fondamentaux de la physiologie, c'est qu'en fait, plus tu vas améliorer tes performances, plus tu auras besoin d'aller un peu plus loin pour continuer à les améliorer. Donc, je dirais pas que c'est une obligation, je dirais que est-ce que tu as envie de continuer à progresser ? Oui, d'une certaine façon. Je vais juste revenir sur le fait que tu as dit c'est important d'avoir un bon départ. Moi, j'aurais tendance à dire non, c'est important de démarrer. C'est pas important d'avoir un bon départ. Parce que, en fait, avec cette façon de voir là, on démarre jamais. On se dit, c'est très important d'avoir un bon départ, je suis pas dans les bonnes conditions, je vais pas le faire. Non, en fait, c'est un peu comme, là je vais encore une fois comparer au kendo, mais je connais un des anciens de mon club qui dit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a continué le kendo, s'il n'est pas venu au départ avec sa tenue réglementaire, son bon machin et tout et tout. Et en fait, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que cet ancien-là, on était à une table avec une autre personne qui était très ancienne elle aussi, qui a dit, bah en fait, moi j'ai commencé, j'étais arrivé en t-shirt et voilà quoi, tu vois. Et en fait, moi c'est moi qui ai continué quoi. Et c'est ce que je remarque en fait. Les gens qui démarrent le mieux, avec tout bien et tout, ce sont ceux qui continuent en règle générale le moins. Parce qu'en fait, ils se laissent pas de marge d'erreur. Donc dès qu'il y a un truc qui va pas, ils se disent non mais c'est moi qui suis pas fait pour ça parce que j'ai tout bien fait dès le départ. Il faut garder un peu de souplesse d'esprit. Démarrez. Allez-y. On s'en fout que ce soit mal fait, que vous fassiez 2 pompes par jour, je sais pas quoi. Il faut faire un truc. Très bien. La progressivité est importante, mais pas autant que débuter tout court. On peut toujours ajuster après. Dans le milieu, on rencontre beaucoup de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. Alors attention, il ne faut pas confondre des petits écarts avec les TCA, qui eux ont un impact énorme sur la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Quels conseils très généraux peux-tu donner à une personne atteinte de TCA et qui décide de démarrer un programme sportif régulier ? Être accompagné, suivi psychologique, très important pour les gens qui ont des TCA. Ce sont des maladies. Je ne veux pas du tout donner de stigmate, c'est-à-dire, c'est une maladie mentale, mais c'est pas parce que c'est une maladie mentale que c'est, il faut les ostraciser ou quoi que ce soit. C'est juste que, un peu comme un rhume est une maladie physique, physiologique, un TCA est une maladie mentale, et bien dans les deux cas, il faut prendre action et prendre conséquence de ça et se faire accompagner. Alors, dans le cas d'un rhume, en règle générale, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, mais on peut dire on peut prendre l'exemple d'un cancer, par exemple. Dans le cas d'un cancer, il faut faire quelque chose. Et de la même façon, il faut le traiter. Et le TCA, ça fait partie des choses comme les cancers qui ne guérissent pas spontanément. Alors, si les cancers guérissent spontanément, je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que certains types d'ailleurs, comme certains TCA, mais certains types de TCA, certains types de cancers ne guérissent pas spontanément, et à ce moment-là, il faut se faire accompagner par une intervention humaine. Et pour moi, ça va être la chose la plus importante. Au-delà de ça, je ne suis pas qualifié pour parler de TCA, parce que je ne suis pas psychologue, parce que je m'y connais suffisamment peu. La seule chose que je recommanderais, c'est la même chose que pour toutes les personnes qui font du sport, y aller avec progressivité, et peut-être si une seule chose, ne pas y aller pour compenser une alimentation. Ne pas se jeter dans le sport en se disant c'est grâce à ça que je vais maigrir ou quoi que ce soit. Enfin, d'y aller avec peut-être plus une motivation intrinsèque. Voilà. Alors toujours sur les risques de nourriture, mais là, en dehors des troubles très importants des TCA. Moi, si je n'ai pas d'antécédents comme ça, mais que je commence à mal vivre un changement d'alimentation, si je commence à faire des écarts à répétition, que je désespère, à m'en rendre nerveux, qu'est-ce que tu me conseilles à ce moment-là ?
Si tu fais des écarts, c'est que ton régime, de façon globale, alimentaire, hein, j'entends, pas un régime dans le sens on essaye de perdre du poids, mais juste un régime alimentaire, n'est pas adapté à toi. En fait, un régime alimentaire adapté à toi ne devrait pas te faire te sentir mal. Donc à ce moment-là, il faut aller voir un nutritionniste et il faut aussi accepter de réviser les choses pour trouver une diète qui soit adaptée à soi. Pas la diète du moment, la diète adaptée à soi. Très bien. Alors je me suis d'abord penché sur les risques, c'est ma personnalité, je suis comme ça. J'étudie d'abord les risques pour mieux les gérer. Mais rassure-nous, les gens arrivent quand même à tenir les programmes sportifs en général? Oui, là, ça dépend des personnes en fait. Je veux dire que l'immense majorité des gens ne réussissent pas à tenir un programme sportif quand elles commencent, comment dire, avec des objectifs encore une fois extrinsèques. C'est-à-dire que quand elles, enfin pas quand elles commencent avec des objectifs extrinsèques, tout le monde commence avec des objectifs extrinsèques. Ce que je veux dire par là, c'est quand elles essayent, quand elles ont des objectifs en fait irréalisables. C'est-à-dire, je veux être comme ça en moins de 2 mois et machin. Et en fait, si les objectifs sont trop, comment dire, serrés sur le temps et pas assez accessibles, c'est hyper démoralisant. Parce qu'on se dit que un machin il a réussi ou un truc il a pas fait comme moi et ou même on se dit simplement qu'on est nul parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on veut et donc du coup on tient pas. Et pour moi la clé pour réussir finalement c'est d'être capable de ne pas avoir beaucoup d'attentes, d'avoir une espèce de... Il y a beaucoup de gens qui parlent des objectifs SMART par exemple, pour moi ça n'a pas trop de sens. Je les vois, les gens qui ont des objectifs SMART, qui sont en mode waouh, mais là c'est spécifique, machin et tout. Pour moi, pour parler de façon crue, c'est un peu de la branlette intellectuelle. Ce sont des gens qui, en définitive, ne voient pas les gens qui réussissent en salle de sport. Moi, les gens que je vois réussir en salle de sport, c'est pas des gens qui ont des objectifs SMART. Ce sont des personnes qui, simplement, n'ont pas une motivation éphémère à ça va bien se passer en peu de temps en fait. Ce sont des gens qui ont une espèce de volonté en se disant, en voyant ça sur le temps long. En fait, plus on planifie sur le temps long, plus on se dit un jour ça va payer, plus c'est facile de continuer. Et donc, tout le monde a en théorie la capacité de tenir un programme sportif, ça oui, mais plus on a une vision long terme, mieux ça se passe. Alors les objectifs SMART, j'en ai entendu parler dans le milieu industriel. C'est une méthodologie pour fixer rationnellement des objectifs mesurables, mais effectivement je ne vois pas ce que ça a à voir avec la motivation. En fait, la plupart des gens essayent d'appliquer ce principe au fitness en se disant il faut que les objectifs soient fixés, machin, etc. Sauf que, j'oublie quelque chose d'essentiel, c'est que comme tout le monde est vraiment différent d'un point de vue génétique, comme tout le monde a vraiment pas les mêmes choses, tu joues en fait avec le... peut-être que ton client sera dans la moyenne et du coup tu auras un objectif SMART, peut-être qu'il sera pas du tout dans la moyenne et en fait tu vas le démoraliser. Et pour moi, c'est pas une façon viable de faire les choses. Pour moi, ton coaché, ton élève, ton client, il doit être... Comment dire ? Il doit être pris dans son individualité et surtout pas y appliquer des objectifs SMART. Là où ça peut beaucoup mieux fonctionner en entreprise parce que peut-être qu'il y a des centaines de gens qui ont fait déjà des projets similaires et donc du coup tu peux te fonder là-dessus et il va y avoir une variabilité qui sera bien moins importante. Et même s'il y a toujours une place pour le hasard, la génétique est beaucoup plus, variable qu'un hasard de projet, quoi. Quand c'est... voilà, tu sais combien de temps ça te prend pour construire une télé, grosso modo, tu vois. Et si t'es 5 personnes dessus, tu réduis beaucoup la variabilité aléatoire de la compréhension. Et c'est pas la même chose sur un bonhomme, quoi. Bref. Juste un petit rappel, il faudra que je rajoute la définition d'extrinsèque dans les descriptions de vidéos. Alors, comment faut-il aborder les coupures ?
Alors tout simplement déjà pour des vacances, 1 à 3 semaines. Souvent avec des pansements. T'es cru. Non, pas penser les coupures, aborder les coupures de vacances. Ok. En fait, de façon globale, pour moi, les coupures d'activité physique, ça ne doit pas être un fardeau. C'est-à-dire que soit t'aimes bien faire du sport de façon intrinsèque et quand tu vas être en vacances, tu vas te trouver... Enfin, tu pars en vacances, c'est pour te faire plaisir, on est d'accord ? Si t'aimes bien faire du sport, bah, tu vas trouver une façon de faire du sport. Parce que t'aimes bien faire du sport. Si, en revanche, ça te fait plus plaisir de déconnecter complètement, et ben à partir de ce moment-là, tu déconnectes et t'arrêtes de faire du sport. Donc peu importe que tu te retrouves en vacances ou non, enfin que tu aimes faire du sport en vacances ou non, la réponse elle est là en fait. Et donc faut pas le penser d'un point de vue paranoïa, objectif ou je sais pas quoi, c'est si t'aimes faire du sport, fais du sport en vacances, si t'aimes pas, n'en fais pas. C'est tout. Si t'es obligé en revanche de couper, par exemple le Covid a fait que plus de salle de sport, mais que t'as envie d'avoir des objectifs quand même, bah dans ce cas-là, entraîne-toi chez toi. Voilà. Ok. Et si là on est blessé, on est contraint alors qu'on a des objectifs, perte de poids, hypertrophie, comment on aborde cette période ? On entraîne tout ce qu'on peut entraîner et on laisse récupérer tout ce qui doit l'être, en fait. C'est tout. Très simple. Maintenant, à cause d'un changement de rythme, ça peut être horaire de travail, lieu de travail, avec des distances plus grandes, ou alors grossesse. Est-ce qu'il faut se laisser souffler, le temps d'apprécier les changements de rythme de vie, ou tout de suite penser à s'adapter, poser les équations et tout de suite redéfinir son programme sportif, ou pourquoi pas forcer pour maintenir son programme ? Moi, ce que je fais, en règle générale, si jamais j'ai quoi que ce soit, en fait, je pense pas que les changements soient brutaux. C'est-à-dire que tu sais que tu vas changer de business, tu sais que tu vas changer de machin. L'essentiel du temps, tu peux commencer à prévoir en fait. Dire voilà, maintenant, je vais pas faire ça, je vais faire ça, je me renseigne. Pour moi, le sport fait tellement partie de ma vie qu'en fait, je me pose même pas la question, je prévois. Un peu comme je vais prévoir mon déménagement. Je vais prévoir le fait de faire mon sport de telle ou telle façon. Exactement, c'est comme pour les idées reçues. On peut se dire, pour perdre du poids, il faut faire forcément de l'endurance, du vélo d'appart. On a vu que non, ce n'est pas le cas. Et donc si la vie change, c'est pareil, on n'a pas à rester rigide. On peut réfléchir à nouveau et puis changer, évoluer, et puis toujours se faire plaisir. Exactement. Ok. Ce qui m'interroge le plus, c'est la suite, l'après en fait. L'après période routinière. Si mon objectif porte sur le poids ou sur l'esthétique, qu'est-ce qui va se passer quand je l'atteins, mon objectif ? Est-ce qu'il va y avoir des feux d'artifice qui sortent tout seuls de nulle part ? En règle générale, ce qui se passe une fois qu'on a réussi à avoir son objectif, c'est qu'on se fixe un nouvel objectif. Il faut maintenir, d'accord ? Alors, ça peut être un nouvel objectif de maintenir, soit on se dit, voilà, je vais gagner plus de muscles. Mais c'est très, comment dire, une fois que tu l'as eu, ton objectif, il faut pas rester fixé là-dessus. Parce que, comme je le disais, les gens, moi, que je trouve qui réussissent le mieux sont les gens qui se projettent à long, voire très long terme. Et une fois que tu as ton objectif, on va dire que tu peux recommencer directement à te projeter sur le très long terme. Souvent, en fait, quand on se projette à très long terme, on n'atteint jamais son objectif. La seule chose qu'on fait, c'est on atteint des milestones, comme on dit, des bornes intermédiaires. Et si moi je décide de diminuer mon investissement, comment est-ce que je vais gérer la descente ? Plan sportif et plan nutrition. Est-ce qu'il faudra toujours être aussi rigoureux ? En fait, d'un point de vue sportif, on peut arriver à conserver ce qu'on a fait avec relativement peu de volume de travail. En revanche, l'alimentation, c'est un travail du quotidien. C'est-à-dire que l'alimentation, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est pas je relâche mes efforts ou je sais pas quoi, ça ne doit pas être un effort, l'alimentation. L'alimentation, ça doit être j'apprécie manger ça, j'apprécie vivre comme ça, donc je continue en fait. C'est tout.
Alors que le sport, tu peux dire oui, ça prend du temps, effectivement. Donc comme ça prend du temps, je peux peut-être en faire un petit peu moins. Mais voilà. Donc, quelque chose qui m'a étonné au cours de l'interview, c'est que je pensais que tu serais assez strict sur le calcul des apports en nutriments et plutôt strict sur la quantité de travail à apporter. Mais tu as démontré le contraire. Et pour le coup, tu as déjà répondu à la question suivante. Est-ce que tu pourrais refaire un point rapide ? Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour stabiliser ses acquis ? Stabiliser ses acquis, c'est, à mon avis, garder un minimum de nos performances en fait. C'est-à-dire que par exemple, typiquement, tu veux être endurant, il faut que tu te gardes au moins une séance d'endurance où tu réussis à matcher tes anciennes performances. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux avoir de la force, il faut que tu te gardes les lifts sur lesquels tu as de la force, donc les mouvements sur lesquels tu as de la force, faut que tu les gardes en fait au moins sur une séance, etc. En fait, il faut garder tes performances, donc les refaire régulièrement. Voilà. Également pour cette dernière question, est-ce que je suis condamné à calculer mes macros toute ma vie ? Tu as déjà répondu. C'est pour un apprentissage de quelques mois, quelques années. Oui, quelques mois, quelques années, ça dépend des gens, hein. Moi, je sais que j'ai eu besoin de bien 1 à 3 ans à tout calculer pour être maintenant capable d'avoir un bon jugé. Et encore, si j'ai besoin de faire une perte de poids sur une période courte, ou voilà, il faut que je me mette à calculer, quoi. C'est un outil qui revient, mais dans l'ensemble, je pense que effectivement, c'est un apprentissage. Voilà. Très bien. Eh bien écoute, merci Gaïs pour tes réponses aux questions de cette 6e partie. De rien. Ne partez pas, chers auditeurs, la question peut-être la plus importante se trouve à la fin de cette vidéo. Si vous voulez approfondir vos connaissances du fitness et découvrir les coulisses du fit game, abonnez-vous à la chaîne Geek and Fit de Gaïs. Pour de la réflexion, de la découverte, de l'esprit critique, misez sur ma chaîne après réflexion. C'est l'heure de la question finale. Dis-nous, qu'est-ce qui, toi, t'a fait comprendre que le fitness et la musculation étaient faits pour toi ? C'est quoi ta motivation pour pratiquer ? Ma motivation pour pratiquer de façon globale et ce qui m'a fait comprendre que le fitness c'était fait pour moi, c'est en fait, en définitive, tout ce que j'ai pu lire déjà sur le fitness. Et pour moi, c'est juste que c'est fait pour tout le monde. C'est pas fait pour moi en particulier. C'est fait pour absolument n'importe quelle personne qui se soucie un minimum de sa santé. Or, je me soucie un minimum de ma santé. Donc pour moi, c'est normal en fait d'en faire à vie. Maintenant, pourquoi est-ce que moi je pratique du sport, de la musculation, etc. C'est pour le kendo. Et c'est pour faire en sorte de devenir meilleur dans cet art martial-là. Donc, en définitive, c'est même pas quelque chose qui, pour moi, est une source de doute ou quoi que ce soit, est-ce que je vais arrêter et tout. Non, quand j'ai vu que je devenais meilleur en kendo en faisant des choses à côté, je me suis dit, je vais continuer et ça fonctionne très très bien pour moi. Deuxième chose, ce qui me fait vraiment continuer ça et qui me motive aussi à toujours chercher des nouvelles façons de faire, c'est de pouvoir apporter des connaissances aux gens, c'est de pouvoir apporter un petit peu plus de science et un petit peu plus d'esprit critique à ce monde-là qui en fait est gangréné par beaucoup d'industrie et de vide. Merci Gaïs pour cette dernière réponse. Et donc, à bientôt. Ouais, comme je le dis sur ma chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine. À la prochaine, merci d'avoir regardé. Tchuss. Parfait. Et